Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Attitude, habitude, agissement, manière, façon, tenue, réaction, conduite, etc. sont autant de phénomènes comportementaux. Négativés d'une contrée à une autre, Alain Ehrenberg 2012. Relativisés dans les cultures et civilisations spécifiques, ils sont perçus à la fois comme des risques selon les lieux de cognition, Bruno Chauvin 2014, tout comme de vieux comportements moisis selon les croyances de la modernité, Marc Auger 1992, Georges Ballandier 1985, Jean-Geoffroy Bidima 1993, Jean Coppan 1990, Louis Dumont 1983, Anthony Giddens 1994, Abel Kouvoima 2001, Georg Simmel 1981, Alain Touraine 1992, etc., qui exaspèrent les espoirs du développement. Leur appropriation est apparue dans les sociétés en proie aux épidémies, aux catastrophes naturelles, aux guerres, dans les écosystèmes sans cesse évolutifs, dans les crises sociétales persistantes, dans les inventions humaines bouleversantes qui contrarient les individus et les contraignent à changer d'espace, de vie, de posture d'existence devenue de plus en plus précaire et parfois dépassée. Sur la nécessité de passer d'une manière d'être à une autre au moyen d'un message plus sensible que sensoriel, plus sensationnel que sensé, de timides campagnes d'information ont été entreprises sous les auspices de la transition démographique. Ces campagnes, issues de la révolution industrielle et des prouesses des découvertes scientifiques, ont phagocyté des idéalisations comportementales qui seront mises en œuvre en Outre-Occident. Les pays du tiers-monde en ont été le théâtre par les médias, propagateurs de nouveaux comportements aux individus médusés et usagés par les pratiques traditionnelles révoquées. Elles ont servi de levain à un paradigme réflexif, la communication de changement. En 1949, le président américain Harry Truman s'est exercé à un comparatisme déclaratoire sur les régions du monde en deux blocs diamétralement opposés, régions développées, régions sous-développées, à partir du constat des absences de développement fondées sur le mauvais comportement. Cette comparaison a aiguisé les appétits du capitalisme aux grandes dames des tiers-mondistes aux vues discordantes et chancelantes. À partir de 1952, Alfred Sauvé, dépassant ce comparatisme simpliste et dérisoire, a vu la nécessité impérieuse d'organiser des actions concertées pour conquérir ce tiers-monde ignoré, exploité, méprisé comme le tiers-État qui veut lui aussi être quelque chose. Les organisations internationales érigées par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale vont concocter des programmes de changement comportemental propres aux pays sous-développés de ce tiers-monde dans l'euphorie du développementalisme, un courant d'idées fébriles fécondées, selon Claude Hackey, 1981, à partir des théories de L'. Impérialisme de John Hobson, 1938, Joseph Schumpeter, 1934, Karl Marx, 1986, 1968, 1962, etc. L'immensité des besoins dans ces pays va oblitérer des plans de développement inspirés des étapes de la croissance économique de l'américain Walt Rostow, qui sont à l'avenant des projets de communication du changement comportemental dans les pays sous-développés. Le sous-développement, outre ses multiples raisons économiques, l'insuffisance de la croissance du produit intérieur brut, PIB, le manque de compétitivité, le taux d'investissement insuffisant, aura dorénavant ces raisons communicationnelles qui s'expliquent par l'absence ou les errements des campagnes de changement comportemental des populations en vue de rattraper le grand retard économique. Ainsi naîtra, selon Guy Bessette 2004, la communication du développement. Une communication qui arraisonnera les médias pour disséminer les bienfaits des projets de développement destinés aux pays du Sud. À partir des années 1970, l'ascension des nouveaux comportements aux Philippines fera l'objet d'une conceptualisation éclairante de la liaison entre la communication et le développement. La communication du développement des années 1945 à 1960 sera abandonnée au profit de la CPD, Colin Fraser 1998. Les comportements issus de nouvelles connaissances stimuleraient le développement, une autre croyance occidentale, Gilbert Rist 1996, qui exalte la modernité que Georges Ballandier, 1985/14, conçoit de si belle manière comme L', l'ouverture de tous les espaces individuels et sociaux au nouveau, à ce qui se réalise par la progression accélérée des sciences et des techniques,
au langage requis par les savoirs et savoir-faire les plus récents, à un régime de l'imaginaire nourri d'images jusqu'alors inconnues aux expériences personnelles et collectives alternatives. La CPD, vertigineusement verticale, en dit long sur les rapports délétères entre le Nord et le Sud et sur les péripéties théoriques houleuses des tiers-mondistes depuis les années 1950. Ce qui a fait dire à Bernard Miège, 1989, et à Missé, 2014, que la communication du développement est à la fois un piège et un artifice des politiques publiques. La modernisation s'est imposée pour intelliger les sociétés traditionnelles sous-tendues aux ancestralités d'une répétitivité déconcertante. David Lerner, 1958, l'a appliqué dans les pays du Moyen-Orient où les médias ont joué un rôle indéniable dans l'adoption des comportements modernes. À sa suite, Everett Rogers, 1995, l'a discerné au travers des médias, diffuseurs potentiels d'innovation comportementale. Dans la mesure où ils permettent d'activer les bonnes attitudes, d'augmenter les aspirations, d'inciter à les adopter pour contribuer subséquemment au remodelage et au nivellement des comportements contemporains. Dès lors, de nombreuses entreprises de changement comportemental vont arpenter les pays du tiers-monde dans les domaines économiques, agricoles, sanitaires, démographiques, etc. Domaines qui traduisent des besoins plus primaires que dérivés. La communication médiatique y sera convoquée comme le levier de passage de la tradition à la modernité. Cela par l'entremise des médias, ayant fait l'objet de maintes études sur les campagnes électorales aux résultats flagornés dans le courant des années 1940 à 1950, qui sont devenus de bons planificateurs de comportement dans la modernisation des sociétés traditionnelles. Récusant farouchement cette modernisation aux velléités dominatrices des pays du Nord, nombre d'auteurs sud-américains vont développer un autre point de vue. Pour eux, le sous-développement des pays du Sud n'était pas dû à un retard quelconque, à un ancrage paralysant dans la tradition, il était la conséquence d'un processus historique au cours duquel les pays du Nord avaient leur croissance économique sur l'exploitation des pays du Sud, Marie-Soleil Frère 2016/93. Si le sous-développement est la cause d'un centre exploitant une périphérie, alors les comportements planifiés depuis le centre et propagés vers la périphérie ont contribué inexorablement à établir dans les consciences tiers-mondistes une occidentalisation des comportements propres au libéralisme triomphant, et dans celle des Occidentaux une nécessité fâcheuse de réduire les inégalités de développement dans un élan humaniste et humanitaire. D'une autre manière, cette vue, se vérifiant d'ailleurs par le déséquilibre écrasant des flux d'informations entre le Nord et le Sud, a conduit à l'émergence de la communication participative dans les pays du tiers-monde. Guy Bessette 2007/15 la considère comme une approche horizontale. Plutôt que d'informer les gens avec l'objectif de changer leur comportement et leurs attitudes, elle vise à faciliter les échanges entre diverses parties prenantes. Ces échanges ont pour but de faciliter l'identification d'un problème commun, de susciter la collaboration afin d'expérimenter diverses solutions et de définir des partenariats, les connaissances et les conditions matérielles nécessaires. La communication participative a enclenché un réexamen des visées et des démarches pour un meilleur changement de comportement. Paula Capra 2007, Alfonso Dagron 2001, Jean-Félix Macosso 2014, Jean Servas 1996. La communication pour le changement de comportement, CCC, et la communication pour le changement social et comportemental, CCSC, pour ne citer que celles-là, vont relayer les anciennes postures de l'éducation pour la santé, et de l'IEC pour contenir les comportements à risque et les malaises sociaux. Ces nouvelles approches incitent à des interrogations qui désarçonnent les paradigmes de la modernisation et de la dépendance. La vie change. Les acteurs sociaux, plus actifs que passifs, sont devenus les moteurs des recompositions sociétales. Les sociétés des régions sous-développées sont de plus en plus des sociétés ouvertes car capables de stratégies d'appropriation et de négociation des marges d'autonomie, même si soumises au pouvoir dominant, Marie-Soleil Frère 2016/101. Cette position critique réclame une réévaluation des acceptions, des théories et des méthodes invoquées. D'abord, une définition intégratrice et fédératrice est impérieuse dans la mesure où les visées concourent à une seule réalité: faire signe pour changer de comportement. Les oscillations sociales ont remodelé les idées selon l'acuité théorique du moment.
Or, tout comportement, qu'il soit individuel ou communautaire, a un ancrage social qui corrobore un conformisme social latent et patent. Cet état de fait autorise la dénomination « communication de changement comportemental », celle qui s'arrime dans la science du comportement et dans le langage du changement pour s'éclore dans les SIC. La communication de changement n'est pas nouvelle, elle est novatrice et transversale en ce sens qu'elle fédère toutes les démarches et approches communicationnelles du changement comportemental. Elle dépeint une intelligence du changement comportemental, où la recherche théorique et la recherche-action se côtoient et se complètent dans l'arène d'une épistémologie évolutionnaire. De nombreux chercheurs d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est ont érigé un domaine de recherche débordant de rage réflexive sur l'amélioration de l'existence humaine, un autre pôle de confrontation des idées appelé recherche-action, laquelle va irriguer des points de vue géographiques, le tiers-mondisme, historique, l'histoire des idées et des sociétés, théorique, la fécondité des concepts et des méthodes, qui semble magnifier un équilibre, plus ou moins certain entre les préoccupations théoriques et les praxis institutionnelles, entre les considérations géographiques et les individuations méthodologiques, entre les objectivations épistémologiques et les subjectivations de terrain. Des travaux, non des moindres, ont frayé les sentiers d'une discipline dominée par les praxis des organisations internationales et non gouvernementales. La fertilité de ces travaux stigmatisait 3 modélisations théoriques. La première, consacrant les modèles empiriques, réside dans l'objectivation des anciens comportements comme des faits têtus pour induire de nouveaux comportements. Elle prend sens dans les théories psychologiques et de la communication médiatique. La deuxième, sanctifiant les modèles hypothétiques, dont les recherches abondent en psychologie sociale et en sciences de l'éducation, repose sur la rationalité des étapes de changement comportemental. Elle part des présuppositions de ces étapes, pour consolider un changement comportemental garanti et moins irréversible. La troisième, mettant au jour les modèles stochastiques, s'illustre dans l'effort d'évacuation des contraintes linéaires des étapes pour un passage en force à partir d'une étape, gage d'un changement comportemental réussi. On peut signaler, entre autres, les recherches menées par les sociologues sur l'impact des médias sur les comportements des individus, les psychologues sur l'analyse in fine de la structure comportementale, les psychosociologues sur la changeabilité du comportement en milieu social, les psychanalystes sur la représentativité de la conscience dans le changement comportemental, les philosophes sur le caractère phénoménal du comportement qui ont légitimé des cadres classiques de référence théorique. A contrario, des rapports, des manuels et des guides des institutions onusiennes, FAO, OMS, ONU-SIDA, PNUD, UNICEF, des ONG, ont cristallisé des modèles méthodologiques de changement comportemental, verrouillé leur institutionnalisation-mondialisation et ont sédimenté contre vents et marées, une pragmatique de la communication de changement. Des modèles à l'emporte-pièce qui ont jardiné les considérations théoriques et qui ont par ailleurs foisonné des méthodes, allant des méthodes non participatives aux méthodes participatives, mettant au jour un marché de comportement à géométrie variable. Alors que le Nord est producteur de nouveaux comportements conçus et validés par des instances de contrôle onusiennes, le Sud en est consommateur pour espérer un développement harmonieux. Or, l'offre de comportement met traditionnellement en place des situations complexes où les comportements ont des charges culturelles, axiologiques et idéologiques. La demande, en tant qu'impératif éthique, s'exprime dans les processus de marchandisation, de l'intrication du global et du local, manifestant autrement l'humain et les imaginaires s'y afférents. Cette constellation du marché, qui a occasionné des expériences multiples et diversifiées, a bassiné et normalisé, d'une part, les démarches de la planification stratégique aux scénarios standardisés de conception, de formulation, de mise en œuvre et d'évaluation, d'autre part, les projets de sensibilisation aux différents volets techniques, opérationnels, financiers, d'évaluation et de pérennisation-capitalisation. 1. La communication de changement comportemental, itinéraire, acception et enjeux. Apparue timidement au XIXe siècle, dans les situations d'entropie de la révolution industrielle, comme prévention sous forme de conseils sanitaires, d'hygiène et bruyamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, lors des épidémies, la malaria, le typhus,
La communication de changement est aujourd'hui sollicitée par les organisations internationales pour accompagner les pays du Sud à l'atteinte des objectifs de développement qui sont entre autres de sensibiliser pour l'adoption de comportements plus sains et plus humains, afin de garantir le progrès de l'humanité. En parcourant l'histoire des idées sur la prévention et la sensibilisation, la communication de changement a évolué parallèlement aux états de développement des sociétés humaines. Elle s'est inscrite dans un paradigme de recherche où sociologues, psychologues, psychosociologues, psychanalystes et bien d'autres spécialistes se rencontrent pour la problématiser selon les lieux d'intellection et l'appareiller d'outils méthodologiques selon les terrains d'intervention. 1.1. Son itinéraire, un survol historique s'impose. La communication de changement est marquée par une historiographie d'inégale périodicité. La période des années 1940 à 1970 de l'EI, la période des années 1970 à 1990 de l'IEC, la période des années 1990 à 2000 de la CCC et la période des années 2000 à nos jours de la CCSC. 1.1. La période 1940 à 1970, au début était l'EI. Les débuts de l'EI ont été repérés dans les situations critiques et cliniques, qui ont bénéficié des avancées scientifiques de la biologie, de la médecine et des sciences sociales dans leur résolution. Pendant la révolution industrielle, l'alcoolisme entre autres désordres sociaux faisait ravage. Il a occasionné les premières campagnes de prévention sur ces dangers sur la santé. Depuis lors, prévention et santé se sont érigés comme un paradigme de la recherche fondamentale et appliquée. Raymond Massé 1997. En 1942, en pleine Deuxième Guerre mondiale, la prévention a pris son envol. Pierre Delors, Patrick Lamour et Omar Brixy, 2002 sur 203, a introduit le concept d'EPS qui a été publicisé en France, dans la revue La Santé de l'Homme, en ces termes: semer des idées saines, lutter contre l'ignorance, les idées fausses, les préjugés, diffuser les notions que tout individu dès l'adolescence doit posséder sur les questions de santé, contribuer par là à préparer à la vie et à la vie saine, à la joie de vivre. L'Organisation mondiale de la santé OMS, en 1969, l'a reformulé ainsi: faire acquérir aux populations de saines habitudes de vie, leur apprendre à mettre judicieusement à profit les services sanitaires qui sont à leur disposition et à les conduire à prendre eux-mêmes isolément et collectivement les décisions qu'implique l'amélioration de leur état de santé et de la salubrité du milieu où ils vivent. Patrick Lamour et Omar Brixy, 2002 sur 203. À l'analyse, la santé, selon l'OMS, rime avec la prévention qui est un ensemble de mesures visant à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. On en décline 4 types: la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. La prévention primaire est un paquet d'actes: l'hygiène corporelle et alimentaire, l'activité physique et sportive, la vaccination, la distribution d'eau potable, l'élimination des déchets, l'assainissement de l'habitat et du milieu de travail, destinée à diminuer l'incidence d'une maladie sur une population, à réduire le risque d'apparition d'épidémies. La prévention secondaire concerne tous les actes destinés à baisser la prévalence d'une maladie dans une population comme, entre autres, le dépistage précoce et le traitement des premiers cas. La prévention tertiaire se rattache aux actes de réduction des incapacités chroniques ou des récidives des populations, voire des invalidités fonctionnelles consécutives à la maladie, la réadaptation, la réinsertion professionnelle et sociale. La prévention quaternaire est celle qui s'accommode aux actions d'accompagnement de l'invalidité et de la thanatologie. Ce qui a conduit Lise Renaud et Carmen Rico de Sotelo, 2007 sur 31, à considérer la prévention et la santé publique comme une synergie de stratégies visant à anticiper les décisions individuelles et collectives pour l'amélioration de la santé. L'EI, qui préconisait l'idéologie d'une habitude saine, sera défini comme un ensemble d'apprentissages dans le domaine de la santé pour améliorer les comportements sanitaires. Ainsi, pour certains auteurs comme Béatrice Burlet, 2010, apprentissage et santé recouvrent à la fois l'éducation sanitaire, c'est-à-dire celle qui renvoie à la santé comme état sain à atteindre, et l'éducation pour la santé proprement dite, celle qui se réfère à la possibilité ou la capacité d'adaptation de l'individu à un nouvel état de santé.
Ces deux syntagmes se rapportent, à géométrie variable, à une même réalité. Mais ils se discriminent à travers le vocable éduquer, selon deux étymons latins. Educere qui signifie élever dans le sens de nourrir pour croître et educere voulant dire conduire hors, c'est-à-dire faire sortir. Ces étymons impulsent dans l'acte éducatif deux processus dont l'un est exogène et l'autre endogène. Le processus exogène est un processus éducatif qui fait appel aux apports extérieurs de l'individu. Dans ses premiers moments, visait l'apport d'informations pour inciter les individus à adopter des attitudes et des comportements favorables à leur santé dans un objectif de prévention. On parlait alors d'éducation sanitaire. Le processus endogène est un processus éducatif d'identification des potentialités de la personne à mettre en œuvre dans l'adoption d'un comportement favorable à la santé et dans la promotion de la santé. Dans les deux cas de figure, le but recherché est l'abandon du comportement favorisant la présence de la maladie et l'adoption de celui favorisant la santé. Ce qui corrobore la définition de l'OMS de 1998 selon laquelle l'éducation pour la santé concerne non seulement la communication d'informations, mais également le développement de la motivation, des compétences et de la confiance en soi nécessaires pour agir en vue d'améliorer sa santé. Comprend la communication d'informations concernant les conditions sociales, économiques et environnementales de base qui ont des effets sur la santé, ainsi que sur les différents facteurs de risque et comportements à risque. OMS 1999 sur 5. De nos jours au Canada, est à la fois une politique de santé et une stratégie de promotion de la santé en vue de réduire les inégalités sociales de la santé. Georges Desrosiers 2006. Pour les spécialistes des sciences de l'éducation comme Jean-Claude Manderscheid, 1994 sur 85, elle est l'ensemble élaboré et cohérent des interventions sur le sujet et le groupe qui doivent aider le sujet à vouloir, pouvoir et savoir, à choisir et adopter de façon responsable, libre et éclairée des attitudes et des comportements propres à favoriser sa santé et celle du groupe. Dès lors, s'inscrit dans les politiques publiques de santé des gouvernements et États du monde entier. La santé d'un individu devient une affaire d'État. Plusieurs rencontres, la conférence internationale d'Alma-Ata et celle d'Ottawa, seront organisées à cet effet pour réfléchir et donner des directives pratiques dans le sens de la bonne santé et du bien-être social. 1.1.2. La période 1970 à 1990, l'ère glorieuse de l'IEC. À partir des années 1970, les sociétés humaines se technicisent. Claude Shannon et Warren Weaver, 1975, Norbert Wiener 1971, davantage par les médias de masse qui sont devenus les leviers incontournables du changement comportemental. Ils assurent des relations de dépendance accrue des pays du Sud sur ceux du Nord fortement industrialisés. Dans le relatif échec de les moins outillés à prévenir efficacement les maladies, Netralic. L'IEC est envisagé, dans les organisations internationales, comme un ensemble de stratégies d'information, d'éducation et de communication qui sert à modifier les comportements des publics cibles. L'information possédant les dimensions cognitives, satisfaction d'un manque de connaissances, pragmatique, satisfaction d'un intérêt pratique, axiologique, acceptabilité morale et émotionnelle, acceptabilité psychologique, prend ancrage dans les activités sanitaires, sociales, culturelles, économiques. Il ne s'agit pas seulement de campagnes sanitaires, mais de toute autre campagne relative aux activités humaines. L'éducation, s'appuyant plus sur l'andragogie que sur la pédagogie qui est un ensemble de méthodes et techniques de transmission du savoir-faire et du savoir-être, est une stratégie déployée pour transférer des compétences comportementales nouvelles. La communication aura pour tâche de briser les résistances sociales et individuelles dans les centres et services de conseil ou d'entraide. Outre ces objectifs louables, l'IEC s'est prédestiné depuis lors, dans la lutte contre les épidémies, les errements sociaux et culturels, les distorsions environnementales, économiques et sociétales à partir des médias de masse. Les organisations des Nations Unies l'ont appareillé en canaux et supports, imprimés, radiophoniques, audiovisuels, etc., pour influencer et manipuler les publics sur les innovations comportementales. L'IEC est devenue ainsi une publicité sociale dans un environnement concurrentiel marqué par la publicité commerciale, lors des interventions d'envergure dans les pays du Sud.
Selon Silvio Weisbord, 2004/11, elle utilise de manière planifiée et intégrée les démarches, techniques et ressources, pour faciliter au niveau d'un individu, d'un groupe ou d'une communauté donnée, l'adoption, le changement ou la consolidation des comportements favorables au bien-être individuel et collectif. À y voir de près, elle s'appuie sur une approche de masse. Outre l'information qui, de façon générale, concerne la quantité d'originalité contenue dans un message, l'éducation mise en retrait qui consiste à développer des compétences, savoir-être et savoir-faire, et la communication quasiment oubliée qui permet l'échange, l'adhésion et la participation, l'approche de masse devient la clé de voûte du changement comportemental. Devenue une approche organisée de l'information pour provoquer le changement volontaire d'un comportement, elle nécessite un processus d'identification des besoins informatifs et une démarche de détermination d'auditoire tant au niveau socio-démographique que socio-culturel. Au cours des années 1980, le sida faisait ravage, Georgette Adjorlolo 1988, Dofou Yavo 2013, Martina Drescher et Sabine Klager 2006, etc. Le paludisme décimait les populations du Sud, les programmes d'ajustement structurel, PA, déstructuraient les systèmes de santé communautaires. Les campagnes IEC très coûteuses et moins mobilisatrices s'enlisaient subrepticement. L'IEC a vu s'adjoindre la CCC. Deux approches contradictoires et complémentaires qui ont cheminé ensemble. IEC-CCC, comme un dispositif de bricolage visible dans les projets et programmes de développement. Vers la fin des années 1980, les récepteurs de messages n'étaient plus passifs. Il était difficile de modifier les comportements des individus, qui ont déjà une éducation. Les populations locales rejetaient les campagnes prêt-à-porter, pour une participation volontaire aux actions de communication. Le dispositif sera abandonné au profit de la CCC. 1.1.3. La période 1990 à 2000, l'avènement de la CCC. Mettant l'accent non pas sur l'approche transmissive du modèle linéaire de la communication mais sur celle participative du modèle circulaire, la CCC intègre une perspective à la fois constructiviste et contextuelle où la communication est perçue comme un processus dans lequel les individus créent et partagent l'information aux fins d'une compréhension mutuelle. Elle est dorénavant définie comme un ensemble d'interactions participatives, mobilisées pour un changement de comportement individuel ou communautaire. Une définition qui encense la rétroaction comme une stratégie incontournable. Car elle pousse les populations au changement comportemental, les amène à analyser de manière exhaustive leurs besoins, à identifier les résistances au changement, à définir les objectifs de comportement et à agir sur les populations vulnérables. Ayant débusqué les approches linéaires, la CCC a instrumentalisé les médias de masse, les petits médias et les formes de communication interactive pour donner à voir une diversité de publics à informer, à persuader sur le changement comportemental. Ces domaines d'intervention se sont élargis à des secteurs novateurs comme les droits de l'homme, la démocratie, le civisme fiscal, l'éducation des jeunes filles, etc. Les campagnes CCC, vers la fin des années 1990, ont montré à certains endroits leurs limites dans un contexte de transfert d'un centre, émetteur de connaissances, vers une périphérie réceptrice de nouvelles pratiques. Or, tout nouveau comportement est une innovation qui bouleverse les structures, désarticule les institutions socioculturelles et provoque des recompositions sociales. C'est dans cette atmosphère que la CCC sera substituée progressivement à la CCSC, un autre dispositif de changement comportemental. 1.1.4. La période 2000 à nos jours, l'entrée en scène de la CCSC. Le changement comportemental ne peut être efficace sans un changement social. On doit à la Fondation Rockefeller cette approche qui a germé en 1997 lors de la conférence de Bellagio, en Italie. En 1998, à Cape Town, au Ghana, la communication de changement social sera définie comme un processus de dialogue public et privé par lequel les citoyens peuvent définir ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent et comment ils peuvent l'obtenir. The Rockefeller Foundation 2003/8. Cette définition, assortie d'objectifs principaux tels l'information et l'implication des citoyens dans l'action collective, l'aide à la prise de décision, l'enclenchement du changement comportemental, la promotion de l'équité,
Jody McGrath 2003, a donné lieu à la conception de la CCSC. La CCSC est une agrégation de deux visées, la communication pour le changement comportemental, Behavior Change Communication, et la communication pour le changement social, Communication for Social Change. Elle se distingue selon deux entrées, l'une individuelle et l'autre communautaire. Selon l'entrée individuelle, le changement porte sur l'individu qui a des attitudes et des pratiques. Selon l'entrée communautaire, le changement concerne la transformation sociale, culturelle, institutionnelle dans la résolution des problèmes de société. Cette entrée communautaire corrobore la CPD définie selon Guy Bessette, 1996/31, comme l'ensemble des processus d'information et d'évaluation de même que l'ensemble des actions aptes à solliciter la participation d'une population à son propre développement. Ces processus sont des formes d'émancipation où les communautés négocient leurs solutions comportementales par rapport aux besoins identifiés. Ce qui a conduit en 1997 l'ONU dans sa résolution 51/172 à adopter une définition institutionnelle de la sorte. Les systèmes de communication réciproque, qui facilitent le dialogue et permettent aux communautés de prendre la parole, d'exprimer leurs aspirations et leurs préoccupations et de participer aux décisions concernant leur développement. Depuis lors, plusieurs définitions de la CPD ont été proposées. C'est en 2006, au Congrès mondial sur la CPD, un consensus définitionnel s'est dégagé, le consensus de Rome, pour la signifier ainsi, un processus social basé sur le dialogue et faisant appel à une gamme étendue d'outils et de méthodes. Elle vise aussi à susciter le changement à différents niveaux, notamment par l'écoute, le développement de la confiance, le partage des connaissances et des compétences, l'élaboration de politiques, la discussion et l'apprentissage en vue de changements significatifs et durables. Elle se distingue complètement des relations publiques et de la communication des entreprises, CTB, 2016/6. Ces deux entrées ont sédimenté la CCSC comme un courant de pensée englobant ou un écosystème socio-comportemental, Suzanne Leclerc-Madlala 2011, s'érige comme une unité de changement, voire un milieu d'action et de rétroaction sur trois plans. La communication vue à travers les réseaux et les messages pour déverrouiller les besoins de l'auditoire, la participation des acteurs sociaux aux engagements, aux relations sociales et aux politiques publiques, adoption de nouveaux comportements selon les motivations sociales. À partir des expériences de la CCSC, diverses approches similaires comme la communication, éducation et sensibilisation du public, CESP, la communication pour agir sur les comportements et faire reculer le paludisme, FRP, etc., seront mises en œuvre pour mieux cerner le changement comportemental. Ce survol historique déroule des points de vue qui se nichent dans des praxis institutionnalisées et qui exigent un regard circonspect des traditions définitoires tant en sciences humaines et sociales que dans les organisations onusiennes. 1.2. Ces acceptions, tiraillées entre les chapelles académiques et les bastions institutionnels de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Définir la communication de changement qui a plus une histoire sanitaire que sociale, n'est pas chose aisée. Disputant âprement les paradigmes réflexifs et actionnels, elle débraye des champs d'acception chargés de prise de position théorique et institutionnelle. Témoins, les travaux d'études, les guides de formateurs, les livrets de campagne qui exhibent tantôt des visées théoriques pour justifier les actions de terrain, tantôt des démarches pragmatiques pour satisfaire les desseins du changement comportemental. Dans ce paysage définitoire, deux acceptions font l'unanimité, les acceptions scientifiques et les acceptions pragmatiques. 1.2.1. Les acceptions scientifiques, la domination des SHS. Revendiquant le comportement humain comme un objet de curiosité épistémologique, les SHS s'invitent dans les activités définitoires de la communication de changement. Selon leur percée scientifique, 4 acceptions se découvrent. L'acception psychologique, l'acception sociologique, l'acception économique et l'acception politique. 1.2.1.1. L'acception psychologique. La psychologie de la communication est, selon Jean-Claude Abric 2003, l'étude des processus psychologiques intervenant dans les situations de communication interindividuelle et groupale. Elle a pour but de développer la dimension humaine,
et d'améliorer la connaissance des processus socio-cognitifs et socio-affectifs, conscients et non conscients, intra- et interindividuels, qui interagissant dans la co-construction, d'une part des significations, représentations et cognitions sociales et d'autre part des actions collectives, au sein des phénomènes socialement contextualisés de communication interindividuelle, groupale, organisationnelle ou de masse. Didier Courbet, 2008/12. Certains auteurs comme Gustave Nicolas Fischer, 2010/143, l'envisagent dans une modélisation comportementale à l'aune de la rationalité. Car un individu ne peut changer de comportement que s'il a une cohérence intra-individuelle, voire une consistance rationnelle. Les processus psychologiques qui induisent le changement de comportement dépendent, selon Julia Kaufmann 2002, de plusieurs ressources socio-psychologiques: la rationalité de l'individu, la motivation, la perception du risque, l'encadrement, les réseaux d'influence, l'intelligence émotionnelle et le système d'information. La communication de changement serait alors un ensemble de ressources psychologiques, mises en œuvre pour activer le changement comportemental. 1.2.1.2 L'acception sociologique. La sociologie, en tant qu'étude scientifique du fait social, possède deux démarches: la démarche explicative et la démarche compréhensive. La démarche explicative est conçue comme un transfert d'informations vers les publics dans l'optique d'une modification des comportements. Selon des auteurs comme Harold Lasswell, 1927, Elihu Katz et Paul Lazarsfeld, 1955, la communication de masse forge les comportements et les attitudes. Elle instaure par ailleurs une distanciation entre l'émetteur et le récepteur préjudiciable au changement de comportement. Cette posture a été battue en brèche par la démarche compréhensive. Pour Max Weber, 1991, si l'action sociale est une action qui est orientée vers autrui, la communication est alors un processus d'interaction sociale qui, selon Frédéric Le Baron, 2014/8, dépend des relations interindividuelles, interpersonnelles, directes ou indirectes, ce qui inclut donc des significations interindividuelles associées à une action individuelle. En recoupant divers travaux, Christian Bachmann, Jacqueline Lindenfeld et Jackie Simonin 1981, Jérôme Brunner 1991, Aaron Sikourel 1979, Erving Goffman 1991, 1987, 1974, 1973, John Gompers 1989, Alfred Schutz 1987, etc. Trois types d'auteurs se discriminent: les phénoménologues, les symbolistes et les cogniticiens. Pour les symbolistes comme Herbert Mead, 1934, l'interaction est le lieu où se construit l'ordre social. La société est un ensemble de relations interindividuelles et de symboles par lequel les individus modélisent leur comportement. Le symbole est un stimulus qui a un sens et une valeur qui déclenche une réponse comportementale, voire un acte. Herbert Mead, 1934/180, renchérit: le langage ne symbolise pas simplement une situation qui existe déjà, il permet l'existence ou l'apparition de celle-ci car il fait partie du mécanisme par lequel elle est créée. L'interactionnisme symbolique, relevant du rejet de l'approche structuro-fonctionnelle de Talcott Parsons, 1955, appréhende les interactions par le bas pour expliquer les comportements qui régissent une société. Pour David Le Breton, 2016, les comportements se forgent en fonction de l'acuité sémantique et interprétative des situations et contextes d'interactivité. Pour les phénoménologues, le comportement est un phénomène observable et objectivable dans la régularité des interactions. Chez John Gompers, 1989, l'interaction en tant que réseau d'intercompréhension est une grille de liens personnels, liens internes entre les individus eux-mêmes et liens externes entre les individus et le cadre spatio-temporel, qui permet de découvrir les comportements sur la base des principes d'ancrage, anchorage et de zone, cluster. Tandis que chez Erving Goffman, 1973, il y a des règles et des rites qui régissent l'interaction. Le décodage de l'interaction fait appel à une relation syntaxique des actions des individus et divers signes comme l'espace, le décor, le territoire, la tenue, le vêtement, le regard, le mimique, le silence, la posture, la voix, etc. qui emblématisent le comportement. Les cogniticiens comme Jérôme Brunner, 1991, définissent l'interaction comme un processus de construction des comportements en fonction des connaissances spontanées et en images. L'observation des interactions sociales interpelle une communication sociétale,
qui, selon Bernard Lamizet et Ahmed Silem, 1997 sur 520, est de 3 ordres. D'une part, la communication donne à la sociabilité la matérialité d'un ensemble de discours, d'images et de représentations. D'autre part, la sociabilité représente un mode d'appropriation des structures sociales. Enfin, c'est la sociabilité qui donne sa consistance à la conscience sociale de son appartenance Q'. À le sujet, grâce à sa participation aux activités et aux réseaux de communication. La communication de changement est, de ce fait, une communication sociétale. Bien des auteurs, Hervé Collet 2004, Albert Lucaring 1995, etc., vont plus loin en se positionnant par rapport à la communication sociale. Celle qui a été élaborée en 1958 lors du Concile de Vatican II comme une sensibilisation aux valeurs de l'autonomie, de la responsabilité, de la solidarité, du respect des différences, voire une promotion humaine, Hervé Collet 2004. La communication sociale est un ensemble d'actes qui visent à modifier les comportements, Albert Lucaring 1995, tout comme un moyen de diffusion des informations vers des groupes sociaux. C'est dire que la communication sociale part d'abord des problèmes sociaux, pour planifier des prises de conscience débouchant sur le changement comportemental. En termes clairs, elle est une sensibilisation des acteurs sociaux au changement de leur posture existentielle. Dès lors, la communication de changement peut être considérée comme une communication sociale. 1.2.1.3 L'acception politique. La politique, venant de cité ou État, est la gouvernance de la chose publique. Dans les rapports entre l'État et les citoyens, la communication est devenue une nécessité capitale, Dominique Mégard 2005. L'État a obligation de communiquer avec les citoyens sur ses modalités de gouvernance. Cette communication peut revêtir des formes de sensibilisation. Lorsque l'État invite ses concitoyens à adopter des comportements voulus de nature sanitaire, de conciliation, de consommation, etc., il sensibilise par mobilisation des médias de masse. La communication de changement est aussi une communication politique, non pas au sens classique des auteurs comme Philippe Aldrin 2017, Jacques Gerstler 1992, Anne-Marie Gingras 2003, où la communication politique est perçue comme une communication de conquête de pouvoir ou d'exercice d'influence dans l'espace public au travers des techniques de séduction et de persuasion des citoyens, mais au sens ordinaire où la communication est un processus organisé qui sert à maintenir le lien organique entre l'État et les citoyens. Cette communication peut être active ou passive. Lorsqu'elle est active, elle fournit des informations verticales depuis l'État jusqu'aux citoyens dans le sens des devoirs régaliens. Lorsqu'elle est passive, elle sert à diffuser l'information horizontale sur les droits des citoyens. En définitive, la communication de changement sensibilise dans le but de promouvoir des comportements responsables entre l'État et les citoyens. 1.2.1.4 L'acception économique. On entend par économie la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les fins et les moyens rares à usage alternatif. Lionel Robbins, 1947 sur 30. Une définition qui se rapporte, depuis le XIXe siècle, à la théorie de l'Homo economicus développée par Karl Menger, Léon Walras et consorts. Selon cette théorie, l'individu change de comportement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.